Commencer cette table ronde, je vais proposer à nos intervenants de se présenter rapidement chacun. Je vais proposer à Sana de commencer du coup. Bonjour à tous. D'abord, merci Mickaël pour cette invitation. Moi, je suis Sana Moussaïd. Je suis de formation expert comptable et commissaire aux comptes, mais je ne fais pas du tout de comptabilité. Je fais plutôt du conseil axé sur les sociétés de conseil, enfin, pardon, les sociétés Web3 et j'ai aussi, en fait, je suis fondatrice d'une société de comptabilisation des actifs numériques pour accompagner les entreprises à comptabiliser, conformément à la réglementation française leurs actifs. Nickel, merci beaucoup Sana. Voilà. Karima du coup. Bonjour à tous, je me rejoins aux remerciements de Sana, hein. Merci à Conéo et Mickaël pour l'invitation à participer à cette table ronde. Donc moi, je suis Karima Lashgar, je suis associée de la pratique FinTech, services financiers et crypto d'Osborne Clark, qui est un cabinet d'avocats international qui a fait de la transformation digitale et de la décarbonation son ADN. Et j'ai la chance de pouvoir travailler sur des projets blockchain, que ce soit tant au niveau de l'infrastructure que des émissions de tokens depuis 2017. Nickel, merci beaucoup Karima. Et du coup Warren, si tu veux te présenter. Oui, bonjour à tous. De même, merci pour l'invitation, Mickaël, pour la participation à cette table ronde. De mon côté, alors dans mon quotidien, je suis chargé d'affaires et j'accompagne dans un incubateur des porteurs de projets à développer leur entreprise. Mais sinon, plus particulièrement, j'interviens ici en tant que représentant de l'association For Web3, qui est une association qui a pour but d'aider justement, et ça tombe bien avec le thème de la table ronde d'aujourd'hui, d'aider les TPE-PME, les dirigeants de TPE-PME à comprendre ce qu'est le Web3 et à comprendre comment ils peuvent l'intégrer dans leur business ou dans leur processus pour en tirer de la valeur plutôt que de potentiellement se faire disrupter comme on a pu le voir au début des années 2000 avec Internet. Très clair. Merci beaucoup Warren. Et du coup le dernier à se présenter, Gabriel. Ouais, salut Mickaël, merci pour l'invitation aussi. Est-ce qu'on m'entend bien déjà? Je n'ai pas testé auparavant. On t'entend bien. Je suis Gabriel Four, je suis CEO de deux entreprises bossant sur la blockchain Tezos. La première est Legolang, qui est une entreprise qui est axée sur les smart contracts, et la seconde est Marigold, qui fait du développement de la blockchain elle-même. Voilà. Très clair. Et entre autres casquettes de ton côté, bien entendu. Aujourd'hui, du coup, l'objectif, ça va être de parler un petit peu de la blockchain qui change déjà le quotidien de bon nombre d'entre nous et qui va continuer à le changer dans l'avenir. Donc l'idée, ça va être de parler de ce thème-là autour de 4 sujets qu'on va aborder avec chacun des intervenants. Les intervenants vont répondre un après l'autre aux questions et ensuite ils vont pouvoir aussi débattre entre eux sur chacun des sujets qu'on leur proposera. Et dans ce sens, je vais vous proposer, voilà, les 4 thèmes qu'on abordera. Je vais vous proposer de démarrer directement dans le vif du sujet. Et avec le premier thème, les exemples et les avantages de la blockchain, on va dire aujourd'hui. On verra ensuite dans le deuxième thème comment ça va impacter la vie dans le futur. Et alors aujourd'hui, Gabriel, pour toi, en quoi la blockchain, elle impacte déjà le quotidien des gens? Et alors certains s'en rendent compte, d'autres peut-être moins. Est-ce que tu peux nous expliquer ça et peut-être nous expliquer aussi rapidement ce que c'est que la blockchain? Ouais, donc je vais être un peu chiant. Ça m'étonnerait. Mais fondamentalement, la blockchain n'est pas censée autant que ça impacter le quotidien des gens, parce que c'est avant tout une technologie d'infrastructure. On regarde la chaîne logistique ou la chaîne de valeur, elle est très en amont. Je vais commencer avec une comparaison grossière, puis après une comparaison plus précise. La comparaison grossière, ça va être avec les containers. Donc les containers, ça n'a pas changé la vie des gens, mais ça a quand même été une révolution en logistique. Et grâce à ça, il y a eu le prix de beaucoup de denrées alimentaires, notamment, qui ont diminué. Et ça a aussi permis d'avoir quelque chose hors saison, etc., etc. Donc la blockchain, c'est plus une technologie d'infrastructure de ce style-là. Pour une comparaison plus précise, on peut prendre le cloud. Le cloud, on en a entendu parler à toutes les sauces pendant 5 à 10 ans, mais fondamentalement, l'avantage n'était pas sur les gens, contrairement à ce qu'on a voulu nous faire croire pendant longtemps, c'était plutôt pour les développeurs. Donc ce qu'on a obtenu du cloud en tant qu'utilisateur, c'est surtout plus d'applications, des applications développées plus rapidement, moins chères, plus customisées, etc. Et il y a quand même un impact de la technologie qui est que via le cloud,
on a eu tendance à avoir des applications où tout est sauvegardé en ligne. Je pense qu'on se souvient avant de comment ça se passait quand on mettait tout sur clé USB, disque dur, on transvasait, on s'envoyait des emails pour garder les mêmes versions. Grâce au cloud, on a maintenant cette synchronisation qui est faite en permanence. Et c'est quand même un effet mineur. L'effet majeur du cloud, c'est pas ça. C'est surtout que tout est devenu moins cher dans le software. Donc là, c'est cool. Du coup, pour la blockchain, c'est à peu près la même chose. On a le même blabla qu'on a eu avec le cloud. Il y a plein de services qui se vendent comme étant sur la blockchain, comme on a eu des services qui se vendent comme étant sur le cloud. Mais ce qu'on a surtout maintenant, c'est qu'on a plein de services qui peuvent se développer. Par exemple, on a entendu parler de la DeFi ou ce genre de choses. Ça veut dire que n'importe quel développeur maintenant peut créer des applications financières. Ça, c'est quand même fou. Hein. C'est comme avec les clouds. N'importe quel développeur peut créer une application globale. Avec la blockchain, n'importe quel développeur peut créer une application financière. Donc, fondamentalement, c'est plus ce genre de choses qu'on va voir avec la blockchain. C'est des applications qui vont être moins chères. On en aura beaucoup plus comme on a eu avec le cloud. Et comme avec le cloud, il y a une petite teinte qui vient de la technologie. Et la teinte qui vient de la technologie blockchain, ça va être des applications plutôt financières et plutôt décentralisées. Donc par décentralisé, ce qu'on entend par là, c'est qu'il n'y a pas d'opérateur central qui est en charge de tout, et ça va être plutôt aux utilisateurs de gérer leurs responsabilités, que ce soit leurs données, leurs actifs, leur argent, leur mot de passe, etc. Donc ça va plutôt être ça, enfin ça a plutôt été ça les impacts de la blockchain. Très, très clair. Super timing, magnifique. Est-ce que je vous propose aux intervenants de laisser Warren dérouler la deuxième question et ensuite de vous laisser débattre sur l'ensemble du sujet. Ça vous convient? Alors, Warren, du coup, Oui. on est clairement dans la même veine de la première question et Mhm. merci à Gabriel pour ces éclaircissements et clairement, c'était pertinent de préciser tout ça. Mhm. Est-ce que tu peux nous dire, toi, les constats que tu as pu faire, notamment sur la partie, effectivement, comme tu disais, avec l'incubateur avec lequel tu travailles, et ce que ça t'évoque pour toi, ce changement avec la blockchain? Bah, en fait, déjà, je rejoins à 100 la réponse de Gabriel. Effectivement, la technologie blockchain est une technologie d'infrastructure et en fait, en tant que telle, si on dit juste: «J'inclus de la blockchain, dans mon business ou dans, mon entreprise ou dans mon quotidien», ça ne veut pas dire grand-chose et en fait, c'est là que vient, le terme entre guillemets, j'ai envie de dire Web 3. C'est que un peu comme ce qu'on appelle aujourd'hui le Web 2, c'est qu'à la base, on a eu internet. Internet avait été, développé à la base pour des applications militaires, puis universitaires, puis après c'est arrivé dans le quotidien des gens. En fait, ce sont surtout des entreprises qui se sont emparées de l'outil qui est internet pour proposer des services. Donc typiquement, les plus grands, Amazon, Google et ainsi de suite, ils sont venus construire en fait des services sur la base qui était internet. Bah, le Web 3, c'est un peu la même chose, c'est qu'en fait, on réfléchit à des nouveaux types de services ou des nouveaux types d'applicatifs ou d'applications pour utiliser une infrastructure qui est appelée potentiellement blockchain, mais on a aussi, d'autres technologies dites de registres distribués dont la blockchain fait partie. Donc quand on parle Web3, on parle vraiment en fait, bah, encore une fois, d'une interface, sur laquelle en fait des utilisateurs vont pouvoir venir utiliser un service. Par exemple, Gabriel donnait l'exemple de la DeFi. Aujourd'hui, en fait, si on veut, en tant qu'utilisateur, par exemple, de crypto-monnaie ou de système de système de DeFi, on va se connecter à ce qu'on appelle un front, donc une interface, et on va effectuer des transactions via ce front. Hem et en fait, pour pouvoir, avoir un impact, on va dire, dans le quotidien des personnes, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'impact puisqu'il n'y a pas vraiment de service, si je puis dire, mainstream qui est utilisé par les personnes par des personnes tous les jours. Mais typiquement, comme le disait, Gabriel, on va avoir des applications comme par exemple dans la supply chain pour pouvoir faire, le suivi, de la fabrication des produits ou, le suivi, de la logistique. Un bon exemple qui existe aujourd'hui, je crois que c'est Carrefour qui le fait sur certains produits. Vous avez un QR code sur certains de leurs produits, vous pouvez le scanner et en fait, vous pouvez voir, comme on dit, du champ à l'assiette, un peu tout le processus qu'a pu connaître, le produit ou peut-être la carotte qui a été transformée dans un, heu, dans un produit fini, en fait et dedans, on va pouvoir, en fait, voir, le cheminement. En fait, aujourd'hui, on en est vraiment au moment où, bah, du fait de la publicité qu'a pu avoir, la crypto-monnaie et heu, les différents crashs spectaculaires qu'on a pu connaître au cours de l'année 2022. Donc aujourd'hui, on va dire que le terme crypto-monnaie et blockchain est mainstream, mais il manque encore aujourd'hui des briques claires d'utilisation au quotidien par la population générale.
Un des premiers cas d'application, et on pourra en reparler, une autre fois peut-être, ça va être, typiquement ce qui va arriver au niveau de l'identité numérique où en fait potentiellement, le passeport, le permis de conduire et ainsi de suite sera numérisé, digitalisé, et ça, alors normalement dans les développements qui sont faits aujourd'hui, serait plutôt utilisé sur une architecture blockchain pour pouvoir, certifier en fait, que, ce document appartient bien à cette personne et que c'est bien inscrit de manière définitive, sur la chaîne. Très, très clair, très, très clair. Merci beaucoup, Warren. Alors, je vais peut-être laisser Karima, Sana et Gabriel réagir. Je veux bien prendre la parole si c'est possible pour Bien sûr. réagir aux propos de mes collègues. Moi, je serais. En fait, je pense qu'il y a plusieurs niveaux de réponse sur la question que tu poses. Euh, Déjà, enfin, effectivement, en quoi la blockchain change notre quotidien. Je pense que si effectivement on parle au niveau du citoyen lambda, on n'a pas vu véritablement beaucoup d'évolution. Maintenant, si on parle de certaines industries qui sont des industries d'intermédiation, comme le secteur bancaire et financier pour lequel je travaille depuis plusieurs années, on voit que la blockchain, quand même, elle a un aspect disruptif dans la mesure où au-delà de l'aspect infrastructure et des avantages que ça peut apporter en termes de sécurisation des transactions, en termes d'inviolabilité, en termes presque d'instantanéité, il y a quand même le sujet effectivement de ce registre distribué, partagé par tous, et le sujet de la transparence. Or, le secteur bancaire et financier, c'est un secteur d'intermédiation qui justement, s'est construit sur la base d'une certaine opacité. Or, la blockchain, ça permet effectivement de tout mettre au clair, c'est-à-dire les interactions entre les différents intervenants. Ça permet aussi d'apporter de la transparence sur les éventuels commissionnements qui sont perçus par tout à chacun. Et c'est là où on voit que la blockchain, en tout cas pour le secteur financier et bancaire classique, ça a un aspect disruptif et ça amène même un certain nombre d'acteurs à considérer que l'émergence de la blockchain peut potentiellement faire disparaître un certain nombre d'activités qu'ils conduisaient jusqu'à présent. Après, effectivement, si on parle de l'aspect crypto, tokenisation, je suis d'accord sur le fait qu'on en est vraiment au début. Euh, et après, je pense qu'il y aura d'autres questions sur le métaverse et le Web 3.0, plus spécifiquement, de savoir si effectivement il faut systématiquement de la blockchain quand on parle de projet Web 3.0. Mais Mmh. je laisserai mon intervention pour cette partie de l'échange. Très clair, très clair. Sana, tu voulais partager un mot là-dessus? Bah, pas plus que ce qu'a apporté Karima. Moi, je trouve que ce que ça apporte aussi, je pense que c'est une vision aussi d'une nouvelle, façon de faire, d'une façon complètement décentralisée. On n'arrive pas forcément, je pense, aujourd'hui à une décentralisation complète, mais je Mm. trouve que ça a le mérite, en fait, de changer. En fait, il y aura certainement plus de retour en arrière sur la question de décentralisation, et je trouve que c'est assez intéressant ce qu'apporte cette technologie blockchain. Maintenant, je veux pas, enfin voilà, je pense que j'ai pas forcément grand-chose à apporter. Je préfère répondre sur les autres questions pour le coup. Donc, Très, voilà. très clair. Super. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, on va pouvoir passer dans le bon timing au thème numéro 2, les impacts de la blockchain, du coup, pour l'avenir, avec, du coup, Sana. Heu, A priori, la blockchain va quand même impacter de nombreux métiers, là, dans les premiers exemples qui ont été donnés, tout à l'heure. Quelle est ta vision là-dessus? Est-ce que finalement, ça va détruire certains métiers pour en créer d'autres, comme on a pu voir avec d'autres nouvelles technologies qui sont arrivées? Et où est-ce que tout cela va nous mener? Est-ce qu'on doit avoir de l'inquiétude? Est-ce que toi, ça t'inquiète? Par exemple, au métier d'expert comptable qu'on connaît bien tous les 2, ou est-ce que finalement, toi, tu te dis que c'est une opportunité? Tu l'as dit, en fait, pour moi, je vois pas du tout que ce soit, enfin, je pense pas que ce soit une menace, c'est plutôt une opportunité à saisir pour nous tous, justement, pour transformer les modèles. Et c'est pareil, en fait, quand on regarde justement la finance décentralisée vs la finance traditionnelle, ce sont des modèles qui ont juste repris, en fait, quelque chose qui existait de complètement traditionnel et qui l'ont remodifié. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plutôt quelque chose de positif parce qu'il nous montre en fait des nouvelles perspectives, et grâce à la blockchain, grâce à tout ce qui est intelligence artificielle, je pense que ça n'a pas pu vous échapper, ChatGPT, qui fait des émules depuis un petit mois. En fait, on se rend compte que tout cela va plutôt concourir, je pense, à nous aider à mieux transformer nos modèles
quand on applique aujourd'hui, des smart contracts, avec la technologie blockchain pour initier un certain nombre de projets, bah, du coup, c'est hyper intéressant parce que ça permet d'avoir une traçabilité, ça permet que, on est sur des technologies qui sont assez trustless. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est pas du tout, oui, c'est peut-être plus une destruction créatrice parce que la seule chose qu'il faut faire, c'est s'adapter et transformer tous nos métiers en prenant en considération ce genre de enfin le côté Web3 ou le côté, disruptif de ces nouvelles technologies. Donc si on parle de notre profession en tant qu'expert comptable aujourd'hui, je sors d'une formation, là, je formais des experts comptables sur la comptabilité crypto. Je pense qu'en tant qu'expert comptable, on est obligé d'intégrer ces nouvelles technologies et de s'intéresser à la blockchain parce que j'ai des confrères qui me disent: «J'y crois pas». Moi, je vous demande pas d'y croire, hein. Moi je suis vachement très crypto, mais si ça peut ils peuvent ne pas y croire. La seule chose qu'on demande à un expert comptable ou à un professionnel, c'est d'accompagner les clients et les entreprises qui vont venir. Donc quand on a des porteurs de projets, il faut être en mesure de pouvoir les conseiller, de pouvoir les accompagner. Moi, je les accompagne aussi sur tout ce qui est lié au modèle économique Web3, tout ce qui est token economics, pour essayer d'avoir vraiment quelque chose qui soit très, Web3 et pas faire rentrer un Web2 dans un Web3. Donc je trouve que sincèrement, moi je suis plutôt agréablement surprise par les projets qui peuvent sortir et par toute cette émulsion et par tout ce que ça peut apporter de positif. Super, super, merci beaucoup Sana. De la même manière que tout à l'heure, je vous propose de faire la deuxième question tout de suite et comme ça après on pourra, interagir. Karima, du coup, dans le cadre du contexte législatif, est-ce que tu peux nous dire, toi, si tu penses qu'aujourd'hui, le cadre actuel et peut-être futur, législatif de la blockchain peut nous permettre de faire des projets de manière sereine? Alors, tout dépend de quoi on parle. Si on parle, comme le disait Gabriel tout à l'heure, de la dimension infrastructure de la technologie blockchain, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de réglementation, voire même il n'y a aucune réglementation au niveau européen ou national qui empêche l'usage d'une technologie blockchain, qu'elle soit permissionnée, qu'elle soit publique pour un cas d'usage donné, à partir du moment où c'est vraiment l'aspect, je dirais, IT qui prime. Il a évoqué l'exemple de cas d'usage en matière de logistique. C'est aussi le cas dans le monde des paiements. J'ai eu l'occasion de travailler sur des modèles où, en fait, des services de paiement sont proposés et sont mirorés sur la blockchain et là, la blockchain n'est utilisée que pour les aspects de sécurité et d'horodatage. Donc là, il n'y a aucun régulateur qui va s'affoler là-dessus. D'ailleurs, on a obtenu un rescrit sur ce projet. Il n'y a pas de sujet de est-ce que je propose des services sur actifs numériques ou autre. En revanche, dès qu'on se positionne non pas sur l'infrastructure elle-même, le bac, mais les aspects front et la possibilité d'investir dans des jetons, donc en droit français dans des actifs numériques, c'est là où, et potentiellement dans d'autres réglementations, on va appeler ça digital asset ou crypto asset, peu importe. Là, effectivement, on va entrer dans un environnement législatif et réglementaire, non seulement qui est mouvant, mais qui en plus contient un bon nombre de zones grises. C'est le cas, par exemple, pour la DeFi. Aujourd'hui, on ne sait pas trop comment la DeFi est encadrée ou pas. C'est le cas évidemment des stablecoins. Et donc, effectivement, là, il va falloir conduire une étude clairement de faisabilité en partant non seulement effectivement de où la société se situe en termes de juridiction sur le territoire de l'UE ou en dehors, mais aussi dans quel pays elle commercialise, sachant que la plupart des projets qui sont portés à notre connaissance et qu'on assiste, ils nous disent tous la même chose. Nous, on veut une commercialisation monde. On est une plateforme digitalisée. Pour la plupart, nos activités sont digitalisées. On veut pouvoir toucher tout à chacun dans le monde. Et c'est là où on intervient avec des questions de géoblocking, par exemple, sur les US personnes, sur les résidents chinois, etc. Donc, la réponse, elle est vraiment à deux niveaux, dans le sens où comment j'utilise la blockchain et est-ce que j'émets des jetons et pour en faire quoi, en fait. Super, très clair. Très clair. Alors, je vais vous laisser intervenir là-dessus. J'aimerais juste avoir l'avis de Gabriel sur un sujet. C'est en gros, dans 5 ans, dans 15 ans, pour toi, avec tout ce qui se passe avec la blockchain et ce que tu as pu dire au départ,
Ta vision de la blockchain dans 15 ans, ça ressemble à quoi pour les gens en fait? Qu'est-ce que ça va changer dans notre vie ou qu'est-ce que ça va changer de manière plus générale d'ailleurs? Il y a deux sous-questions. La première, c'est comment ça s'intègre dans la vie normale, on va dire. Là, je pense à une extension du cloud, hein, tout simplement. De la même manière qu'on avait des serveurs qui faisaient des DPS avant et que les gens migraient sur le cloud, beaucoup de gens vont migrer sur la blockchain. Pas forcément la blockchain telle quelle, mais surtout des systèmes hybrides qu'on appelle Layer 2 actuellement, ou ce genre de choses, qui sont un peu les évolutions de la blockchain. Donc ça, c'est plutôt ce qu'on va voir. Et du coup, côté utilisateur, on va avoir énormément d'applications qui vont être beaucoup plus interconnectées. La blockchain facilite énormément ça. On va avoir beaucoup plus d'applications où on aura le contrôle, comment on dit, sur nos données, nos assets, etc., etc. On va avoir beaucoup plus de transparence sur ce qui est fait. C'est comment dire, la situation par défaut de la blockchain. Donc ça, c'est ce qu'on va avoir. Après, il y a la question du cadre législatif, parce que tout ça, ça fait beaucoup de bénéfices, mais ça fait aussi beaucoup, on va dire, trop de bénéfices pour les utilisateurs. Je dis ça en rigolant un peu, en étant un peu chiant, mais ce qu'il faut se souvenir, c'est que la blockchain, c'est avant tout un projet crypto-anarchiste. Bitcoin, les origines, c'est Satoshi Nakamoto qui veut faire des transactions anonymes. L'un des premiers use cases de la blockchain, c'était Silk Road, qui était une plateforme d'échange de drogue illégale. Et donc, il y a un gros problème avec cette technologie, c'est fondamentalement qu'elle est un peu trop puissante. L'avantage du cloud, c'est que c'était facile à réguler, parce que le cloud avait un aspect centralisant. C'est la même entreprise qui va s'occuper des services de 10 000 entreprises. Au contraire, ça facilite la régulation. Avec la blockchain, on a l'effet inverse. En fait, tout est indépendant, les services sont indépendants, les utilisateurs sont indépendants. Et du coup, la seule manière d'avoir un vrai contrôle via les blockchains, ça va être une autorité forte. Donc il y a toujours cette tension. La technologie est puissante, on veut l'utiliser parce qu'elle est quand même vachement pratique, mais côté régulateur, ça ne plaît pas forcément. Typiquement, la monnaie, c'est l'une des fonctions régaliennes de l'État. Quand on lui enlève ça, il n'est pas forcément content. Bien sûr. Du coup, il y a toujours cette tension entre ces deux choses-là. La technologie est très puissante, mais de l'autre côté, on veut que ça reste, on va dire, légiféré et contrôlé. Donc ça, l'évolution de cette tension-là, je ne peux pas faire de prédiction. Pas de boule de cristal. Mais en supposant qu'on arrive à avoir un cadre législatif, on va dire, raisonnable, on devrait avoir énormément de bénéfices en tant qu'utilisateurs finaux. C'est juste, je m'attends à ce que ce soit le frein principal. On le voit déjà, qu'il y a beaucoup de projets blockchain, quand ils se déploient, ils hésitent énormément à cause du problème légal. C'est même pas qu'ils ont peur de faire des choses illégales, c'est qu'une personne qui fait des choses illégales pourrait interagir avec eux, et d'un coup, ils se retrouvent responsables, et vu qu'il n'y a aucune législation claire, tout le monde est dans le flou artistique. Et du coup, fondamentalement, ceux qui triomphent dans un milieu comme ça, c'est ceux qui s'en battent les trivialement, je suis d'accord. Les nombreuses arnaques qu'on peut voir, etc. Mais à partir du moment où on clarifierait ce flou, on va dire, artistique, légal, on devrait avoir beaucoup plus d'activités intéressantes et qui utilisent et qui leverage justement cette technologie. Et malheureusement, du coup, effectivement, on a des projets qui ne sont pas tous, on va dire, économiquement intéressés, ou en tout cas pas économiquement intéressés de manière légale. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut avoir des points négatifs dans la blockchain, dans ce qu'on entend tout autour de nous, mais ce qui n'est pas forcément tout ce que la blockchain permet de faire, en tout cas. Ouais, mais c'est un truc classique qu'on a. Partout, il y a des zones grises légales, les criminels triomphent. Bien sûr. On a dans des pays où on n'a pas de règne de la loi, les gens qui préfèrent faire leurs entreprises, ils vont dans des pays où il y a le règne de la loi, et ceux qui font leurs entreprises là-bas, c'est les criminels. Et on a la même chose dans la blockchain actuellement. Très clair. Est-ce que, Warren, tu voulais partager aussi quelque chose là-dessus ? Oui, alors pour rebondir sur ce qu'a pu dire les trois autres intervenants, moi sur la partie destruction créatrice, très clairement, et justement, c'est maintenant en fait où en tant qu'entrepreneur ou en tant que citoyen, il faut se poser la question du qu'est-ce que ça va changer, et donc de comprendre potentiellement comment fonctionne la blockchain et les cas d'usage qu'il peut y avoir derrière.
parce que oui, comme le disait, je ne sais plus si c'était Sana ou Karima qui parlait de tout ce qui était smart contract, donc qui permet de faire de l'automatisation de contrats, hein, tout simplement. Oui, effectivement, il y a certaines professions, quand on fait par exemple de la signature de contrats ou de la validation de choses sous seing privé, par exemple, demain, potentiellement, ça pourrait être numérisé et géré via smart contract. Donc oui, il y aura des discussions créatrices, mais justement, c'est maintenant qu'il faut se poser les bonnes questions de comment on peut évoluer en tant qu'entreprise ou en tant que citoyen pour être toujours, on va dire, dans la mouvance, j'ai envie de dire, et pas être mis de côté sur ces questions de Web3 et de nouvelles technologies. Ensuite, sur la partie législative, effectivement, ça pose aussi des grosses questions, comme le disaient Karima et Gabriel. Parce que, et c'est moi, personnellement, il y a une réflexion que je vous invite à regarder si jamais ça vous intéresse. C'était le CEO de Coinbase, donc qui est aujourd'hui l'un des plus gros échangeurs de crypto-monnaies au monde, qui faisait une proposition auprès du Congrès américain qui était de dire bah, pourquoi ne pas réguler les entités centralisées, donc type Coinbase ou FTX, parce que vous en avez certainement entendu parler dernièrement, ces entités centralisées qui captent une grande partie de la valeur au niveau des crypto-monnaies, au niveau des tokens, au niveau des jetons et ainsi de suite, parce que eux posent des risques systémiques. Et un peu comme il y a dans le monde bancaire, où en fait les très grandes banques qui posent des risques systémiques sont très regardées par l'ensemble des législateurs et des régulateurs, bah, pourquoi pas appliquer la même chose sur le milieu des cryptos et donc essayer d'embêter un peu plus au niveau réglementaire les entités centralisées, les entreprises qui fournissent également des fronts, comme je le disais tout à l'heure, donc pour échanger sur des, euh, des échangeurs décentralisés, par exemple. Mais par contre, essayer d'éviter de venir réguler le code en lui-même. Parce que là, un des problèmes qui se pose aujourd'hui dans la communauté, c'est de dire est-ce que l'État doit venir arrêter des développeurs qui développent des protocoles ou des choses sur de la DeFi ou sur de la crypto. Je vous donne un exemple très simple. À la fin des années 90, au début des années 2000, l'État américain considérait que le code était une arme de guerre et que des développeurs n'avaient pas le droit d'exporter leur code ou de mettre leur code de manière publique. Et de ce fait, des développeurs avaient en fait imprimé des t-shirts avec leur bout de code, parce qu'en fait, en faisant ça, ils ne pouvaient pas se faire arrêter pour pouvoir se déplacer avec leur code. Donc, ils ont réussi à trouver un système parce qu'en fait, à la base, le code aurait dû être régulé. Et là, je fais un parallèle avec ce qui s'est passé l'année dernière avec le protocole Tornado Cash. Donc, Tornado Cash, qui est en fait normalement un protocole qui permet, on va dire, de mixer ces coins, enfin, ces jetons avec d'autres jetons pour éviter d'être tracés. En fait, il s'est passé que l'État américain avec les Pays-Bas ont arrêté un développeur parce qu'il était la personne qui avait développé le protocole. Donc là, la question est de se poser, c'est qu'est-ce qu'on régule? Est-ce qu'on régule l'activité illicite de blanchiment un peu de crypto sale, Oui, c'est clairement le but. de crypto sale via ce protocole, ou est-ce qu'on va arrêter carrément la personne qui a développé le code en lui-même, sachant que le code est open source. Bien sûr. Donc n'importe qui peut répliquer en fait ce que le développeur avait développé. Voilà. Désolé, c'était un petit peu décousu ma réponse, mais c'est vraiment aujourd'hui l'État, en fait, le régulateur doit se poser la bonne question. C'est est-ce que je vais venir réguler des entités centralisées qui font n'importe quoi, ou est-ce que je vais venir réguler des développeurs qui en fait développent du code et le code est censé être de la liberté d'expression. Voilà. En sachant que le Tornado Cash, il pouvait servir à d'autres qui n'avaient pas d'intention, on va dire, de blanchir de l'argent. Bien sûr, tout à fait. On est d'accord. Je ne peux pas clôturer ce sujet sans redonner peut-être la parole à Karima parce que Gabriel et Ouais, je veux Warren bien ont aussi beaucoup la parlé de juridique. parole, Et Sana Mickaël. aussi. Je Oui. vous laisse l'une ou l'autre, celle qui veut commence. Mais je t'en prie, Sana, je prendrai la suite Ok. après toi. Merci. Du coup, non, c'était surtout pour répondre par rapport aussi à ce point de réglementation. Je pense que la problématique, en fait, n'est pas forcément aujourd'hui, quand on regarde ce qui s'est passé chez FTX, c'est les mêmes dérives qu'on trouvait dans la finance traditionnelle qui se sont retrouvées dans la finance décentralisée. Pourquoi? Parce que ce sont les mêmes techniques. La seule chose, c'est que comme il n'y a pas de réglementation, ils ont trouvé la brèche et ils ont essayé de faire ça. Et en fait, c'est que pour moi, c'est pas la technologie qui fait ça. Et aujourd'hui, la réglementation, française, je dirais pas que je suis contre la réglementation, mais la réglementation aujourd'hui, elle pose beaucoup de problèmes pour certains acteurs français qui ont beaucoup de mal, mais néanmoins, elle est complètement nécessaire, justement pour éviter ce genre de dérive qu'on avait trouvé à l'époque dans le monde traditionnel et qui aujourd'hui se répercute parce qu'il n'y a pas de régulation. Maintenant, on peut parler de DAO et en fait, au moment où je voulais parler de DAO, j'ai vu quelqu'un qui disait oui, les DAO, au final, quand on regarde en arrière-cuisine, c'est centralisé, mais complètement.
Et ça pose un véritable problème. Et pour moi, l'un des problèmes, c'est vraiment cette question de décentralisation. Et dès qu'on a un acteur centralisé, aujourd'hui, quand on voit un Binance, mais tout ce qu'il détient comme actif, mais au bout d'un moment, en fait, elle est où la décentralisation? Dans un monde, en fait, où on parle d'un Web3 qui est censé être décentralisé. Donc, moi, ça me pose un véritable problème, d'autant plus que je fais partie de ceux qui pensent, moi, je pense qu'une blockchain sans crypto, ça n'a pas de sens aussi. Ce qui pourrait peut-être vous surprendre et pas être, du goût de tout le monde, hein, parce que je vois Mickaël ou ou peut-être, C'est le sujet juste après, ça va être le oui, sujet. non, mais parce que j'avais entendu justement tout à l'heure parler de séparer les 2 en fait, pour moi ça se sépare pas en fait, c'est impossible en fait, sinon on est juste dans une base de données et je crée une base de données Excel et puis c'est tout. Le modèle Web3, c'est justement la rétribution de tous les acteurs et si on veut rétribuer et incentiver tous les acteurs, on est obligé de passer par de la enfin par des tokens et donner et partager la valeur et en fait, c'est aujourd'hui, j'ai l'impression qu'avec ce monde de régulation et avec tout cela, on arrive vers quelque chose qui va devenir un peu, enfin, qui va perdre l'essence de ce que c'est que le Web3 et la décentralisation. Donc, j'ai pas, je pourrais en parler pendant longtemps parce que je suis une passionnée du sujet, mais je vais quand même laisser la parole à Karima et on parlera des autres questions. Ouais, mais j'ai l'impression avec tout ce qu'on se dit que parfois nous-mêmes on est un peu schizophrénique parce que d'un côté on appelle à la décentralisation, qui dit décentralisation dit capacité pour tout un chacun d'utiliser des fonctionnalités d'un protocole décentralisé qui est en open source et que n'importe qui peut augmenter, mais ça veut dire qu'il faut avoir la compétence technique ouais, et se dire que le front, est-ce qu'il faut le réguler ou pas? Et de l'autre côté, on se dit oui, la réglementation, c'est bien parce qu'il y a des acteurs centralisés et il y aura toujours un petit peu de centralisation. Et ces acteurs-là, à partir du moment où ils atteignent une certaine taille, ils deviennent systémiques. Donc on est en fait, on est en train de trouver un juste équilibre entre les deux grandes tendances. Mais moi, je voulais revenir effectivement sur le point de Gabriel qui était très juste de dire précédemment, en fait, la blockchain, c'est très puissant. Mais pourquoi c'est très puissant? À mon avis, c'est puissant parce que ça permet de faire entrer dans un certain nombre de secteurs d'activité des nouveaux entrants, euh, enfin, globalement non régulés, mais effectivement, c'est une technologie de développeurs, d'experts IT, et qui sont capables de répliquer les fondamentaux de la finance traditionnelle ou peut-être d'autres secteurs, et de créer de la valeur et de créer des produits d'investissement sans effectivement être encadré, sans avoir de compétences financières spécifiques. Aujourd'hui, on le voit avec les DAO et les protocoles DeFi, c'est possible en gros de recréer la même dynamique et la même logique économique qu'un fonds d'investissement alternatif qui aujourd'hui doit être agréé par une société de gestion régulée. Donc c'est en ça pour moi que la technologie blockchain elle est puissante, c'est parce que en fait elle disrupte au sens, elle rebat toutes les cartes sur le plan concurrentiel, sur le plan du positionnement des acteurs sur les marchés où ils sont classiquement positionnés. Ensuite, sur la question, enfin, sur le point de la DAO, c'est très très juste, et sur le point effectivement, je crois que c'est je ne sais plus qui avait mentionné, faut-il mettre la responsabilité du développeur en jeu? C'est tout le sujet, en fait, parce qu'on se rend compte que la plupart des développeurs qui accompagnent des projets de DeFi, qui travaillent pour des fondations ou d'autres structures de type DAO, en réalité, ils ne sont pas juste développeurs, ils sont incentivés, comme le disait Sana, et ils interviennent soit dans les votes, soit via les multisigs. Donc, en fait, ils font plus que de proposer à la communauté un certain nombre de fonctionnalités de smart contracts. En fait, eux-mêmes, finalement, ils agissent presque comme des intermédiaires CeFi. Et c'est pour ça que, à mon avis, la réponse, elle est à double niveau. C'est le développeur, sa responsabilité doit être mise en jeu que si, finalement, il a eu une activité qui ressemble à une activité soit de conseil en investissement financier, soit de gérant d'actifs pour le compte des utilisateurs. Donc, je pense qu'il faut affiner un peu plus ce sujet. Et en tout cas, au niveau français, sachez-le, il y a déjà des réflexions au niveau des autorités françaises pour savoir s'il faut aller plus loin que la loi Pacte, aller plus loin que le règlement MICA, qui ne régule pas ou très peu à la marge les DAO et les DeFi, pour savoir s'il faut un cadre franco-français pour encadrer effectivement ces protocoles décentralisés et ces DAO.
Nickel. En gros, finalement, on peut tous dire que là, on est tous quand même très, très, en attente de ce qui va se passer dans le cadre législatif, qu'on a hâte de savoir comment ce qu'ils vont dire. On a peur aussi, finalement, parce que ça fait aussi partie de ce que j'ai entendu, en tout cas, et qu'une fois qu'on saura sur quel pied on va danser, on saura un petit peu où est-ce qu'on peut aller. Mais, c'est vrai que, cette réglementation qui arrive, on a envie d'en savoir plus, on a envie que ce soit plus clair et ça pourra que, je pense, être positif pour la blockchain d'avoir un cadre, en tout cas, aujourd'hui identifié. Heu, le sujet suivant, ça va être une distinction, bah, c'est Sana qui a commencé là-dessus et c'est parfait parce que c'est elle qui va commencer. C'est, on a finalement souvent, c'est ce comparatif entre la crypto spéculative. Alors, je vais faire je vais mettre les pieds dedans avec, en disant, je compare Bitcoin à la crypto applicative, Ethereum de l'autre côté pour faire très simple, même si c'est un raccourci qui n'est pas juste, on est bien d'accord. C'est juste pour simplifier les choses pour tout le monde. Entre ces 2 types d'approches aujourd'hui, Sana, est-ce qu'on doit absolument choisir? Est-ce que finalement, on est sur quelque chose qui est sur les outils techniques sont les mêmes et que finalement, il y a pas forcément de différence entre les 2? Quel est ton avis toi là-dessus? Tu as commencé déjà à le donner un petit peu tout à l'heure. Oui, 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 j'ai commencé à le dire en disant qu'une blockchain, pour moi, sans crypto, ne marcherait pas, parce qu'il y a tout l'écosystème derrière et il y a toutes les fonctionnalités. Mais pour autant, en fait, normalement, quand on crée, ce qui s'est passé, en fait, pour moi, justement, que ce soit le bitcoin ou les cryptos, c'est pas censé être, hyper spéculatif, et c'est pas plus spéculatif qu'autre chose, en fait, que d'autres, que tout ce qu'on trouve sur le marché et ça, c'est vraiment fondamental et important. Par contre, quand on tombe sur des scams ou des projets ou en fait qui ont été montés avec des Ponzi ou des choses comme ça, là oui, il peut y avoir un peu de fluctuation qui n'a pas de sens. Mais quand on part sur des vrais projets, si on prend juste le projet Ethereum, Bitcoin sur des vrais projets, en fait, pour moi, au contraire, c'est la crypto, elle est hyper importante dans le système. Et quand un client monte un projet blockchain avec une crypto, en fait, la crypto, elle doit être déconnectée en fait de l'activité réelle et connectée plus en fait au quand on va lever une ICO, je vais dire: «Bah, voilà, c'est pour développer tel projet». C'est le projet, en fait, c'est le développement, c'est ma capacité à délivrer à ma communauté et l'utilisation que je leur donne derrière. Elle en parlait aussi Karima, ça peut être que ce soit, pour voter, pour faire un certain nombre de enfin, qu'importe. Mais au final, c'est ce qui est vraiment important pour moi au niveau d'un projet, crypto. On en a vu pas mal aujourd'hui, la problématique. Hier, je regardais, je ne sais pas si vous avez suivi, mais hier, il y avait, le ministère de justice américain qui avait dit: «Je vais faire une allocution», bon, je pense on avait tous un petit peu peur. J'ai suivi en direct, mais au final, si ce n'est que pour dire: «Oui, c'est un monde de voyous où il y a pas mal de blanchiment ou de choses comme ça», il n'y en a pas plus qu'ailleurs. La seule chose, c'est qu'effectivement, c'est je ne sais plus qui l'avait dit, oui, c'est un truc très puissant la blockchain et ce qui est puissant, c'est qu'aujourd'hui, ça a permis d'amener un certain nombre d'outsiders et comme toute nouvelle technologie, toute nouvelle approche, il y a des personnes qui sont motivées par le gain, qui sont motivées pour essayer d'arnaquer les gens et qui profitent de ce système pour créer des cryptos qui n'ont aucun sens. Moi, quand je vois un Dogecoin, qui bouge parce qu'un Elon Musk a dit, je sais pas quoi, mais même si je sais qu'il va le dire, je mettrai même pas 1 € parce que intellectuellement, pour moi et philosophiquement, ça a pas de sens et c'est ça, en fait, qu'il faut aller. Aujourd'hui, en fait, on prend des cas isolés qui n'ont pas marché et qui sont basés sur des systèmes qui sont pas vertueux pour venir ternir l'image des cryptos et de la blockchain. En fait, c'est comme tout, il faut essayer de regarder le projet en soi, l'équipe dirigeante, s'il y a enfin, tous les éléments juridiques dedans et c'est ça, en fait, qui va donner envie ou pas de sur un projet. Donc pour moi, il y a pas de c'est pas si blanc noir ou blanc, c'est plutôt en fonction du projet en soi. Alors, avant de vous laisser débattre, je vais laisser Warren répondre à la question. Warren, dans les projets que tu vois dans l'incubateur ou à côté que tu vois passer, pour toi, en gros, un projet Web3 sans token, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est obligatoire d'avoir un token et quel est ton avis à toi là-dessus? Mmh. Bah, alors,
En préambule, je veux dire que je suis absolument 100% d'accord avec Sana D'accord. sur tout ce qu'elle a pu dire. Et après, en fait, je vais rejoindre en fait ce que disait Gabriel au tout début de la table ronde. Parce qu'en fait, un projet Web3 sans token peut exister si c'est un projet qui va venir utiliser l'infrastructure qui est la blockchain, j'ai envie de dire, pour une application spécifique. Donc, typiquement, aujourd'hui, dans les blockchains, on a donc les blockchains dites publiques, donc type Bitcoin, où en fait, n'importe qui peut aller sur un explorateur de blocs et voir les transactions qu'il y a pu y avoir sur Bitcoin. Mais après, on va avoir aussi des cas d'application, comme par exemple les blockchains privées, qui vont être développées, par exemple, je vais vous donner en fait l'exemple le plus simple, hein, qui est encore une fois la chaîne logistique. Typiquement, IBM a développé avec la fondation Hyperledger, enfin avec l'entreprise Hyperledger, toute une architecture blockchain qui permet de mieux suivre en temps réel la chaîne logistique de certains produits. Donc, dit comme ça, on a l'impression que c'est pas un projet Web3. En fait, si, parce qu'on vient en fait créer un applicatif sur une infrastructure dite blockchain ou de registre distribué. En fait, vraiment, Web3 aujourd'hui est un terme pour moi qui est galvaudé dans le sens où en fait, ce qu'on va mettre en avant, surtout, ça va être justement tous ces aspects spéculatifs par rapport à Elon Musk qui va dire acheter du Dogecoin ou qui va aller sur le Saturday Night Live pour faire la promotion du Dogecoin et ainsi de suite, ou tout ce qui va être par rapport à des métaverses ou par rapport à des NFT et ainsi de suite. En fait, ça, c'est un type d'applicatif du Web3. Parce qu'en fait, on va venir utiliser l'infrastructure qui est le registre distribué pour pouvoir valider, et comme le disait Karima à un moment et ce que s'expliquait Gabriel au tout début, en fait, la blockchain et le registre distribué, c'est une sorte, enfin, si je peux vraiment grossir le trait, c'est une sorte de base de données, mais dans laquelle, normalement, les informations qui sont inscrites sont immutables et ne peuvent pas être supprimées. Donc, en fait, ce qui est inscrit sur la chaîne est inscrit de manière définitive. Donc, c'est pour ça que quand on voit typiquement le cas d'usage de la logistique, c'est un bon cas d'usage parce que normalement, la logistique, c'est on fait partir quelque chose d'un point A à un point B et au milieu, il y a peut-être plein d'intermédiaires. Sauf que vous êtes déjà fait livrer des colis en achetant sur Internet, bah, parfois, en fait, il peut y avoir des problèmes. Et généralement, les problèmes, c'est des problèmes d'intermédiaires qui vont potentiellement mal réceptionner le colis, mal scanner le colis, et ainsi de suite. Et en fait, typiquement, sur la logistique, on peut automatiser des choses grâce à cette technologie qui est la blockchain. Donc, il peut exister des applicatifs Web3 sans token, mais je partage tout de même le point de vue de Sana où, quand on a des projets, disons, grand public qui essayent de désintermédier, parce que la blockchain est aussi une technologie de désintermédiation, quand on essaie de désintermédier quelque chose pour le grand public, oui, je pense qu'avoir un token, encore une fois, on peut avoir des gens qui vont venir spéculer dessus, mais un token, normalement, à la base, est fait pour pouvoir échanger de la valeur sur une chaîne et pour pouvoir avoir de l'utilisation pour, par exemple, voter. Aujourd'hui, on a des tokens de gouvernance et ainsi de suite. Voilà, pour finir sur ce sujet. Super, merci Sana, merci Warren. Donc en gros, il y a différents applicatifs. Suivant les applicatifs, token ou pas token, on a eu des avis qui sont différents et finalement qui sont complémentaires et dans le même sens, qui vont dans le même sens à mes yeux en tout cas. Gabriel, Karima, est-ce que vous voulez compléter ce qui a été dit? Moi, je voulais bien compléter les propos de Sana parce elle a mentionné un point qui me paraît très important sur l'aspect scam et sur le froid que ça jette. Et effectivement, c'est assez terrible, mais c'est des sujets qu'on connaît bien dans le secteur bancaire et financier, ayant vécu Madoff et Lehman Brothers. Et effectivement, pour moi, ce qui est central, c'est les questions d'honorabilité, presque plus importantes que les questions de compétences, en fait. Parce que les compétences en blockchain, bon, c'est évident que c'est plutôt, ça va être plutôt des développeurs qui vont maîtriser en fait les protocoles, les infrastructures, ce qui va être fait, les fonctionnalités, le back, le front. Mais l'honorabilité, ça, voilà, c'est vraiment un sujet qui est structurant, qui est traité par les autorités françaises dans la loi Pacte, qui se retrouve en point central dans la réglementation européenne MiCA. Donc, je ne sais pas si c'est Gabriel ou Warren qui mentionnait effectivement, ou c'est peut-être Sana, sur l'interview du CEO de Coinbase. Warren, je crois. Ouais, c'est Warren. Bah, le sujet, c'est une question effectivement de réguler les exchanges, centralisés, mais au-delà de la question des fonds propres qu'ils pourraient avoir, qu'on pourrait leur imposer parce qu'ils deviennent systémiques, c'est surtout une question d'honorabilité. On le voit bien avec FTX. Bon, voilà, moi je dis les choses assez franchement. Quand on a des escrocs à la tête d'un exchange, il faut pas s'étonner effectivement de ce qui peut se passer. Donc, le sujet de l'honorabilité, des abus de marché, ça, c'est des sujets qui émergent pas mal.
qui vont de toute façon être régulés au niveau européen avec MiCAR et reste quid des autres juridictions, effectivement. Il faut savoir si les États-Unis, la France, pardon, la Suisse et l'Asie avancent au même cadencement que l'Europe pour traiter ces questions d'honorabilité de compétences et de sérieux du marché. Donc, c'est quoi l'impact? C'est effectivement qu'on va avoir une rationalisation du marché. Il y a des acteurs qui vont naturellement disparaître. Il va y avoir encore pas mal de contentieux, à mon avis, beaucoup, mais c'est le propre d'un secteur qui émerge. Donc, moi, je suis assez étonnamment, ça va peut-être vous étonner, je suis assez sereine sur le fait que, d'une part, c'est une industrie qui va s'inscrire sur le très long terme, même si ça ne plaît pas à certains banquiers centraux. Et d'autre part, c'est une industrie qui va s'assainir aussi avec le temps. Bon, oh, moi je trouve qu'on a 4 intervenants qui sont plutôt crypto-optimistes. J'ai l'impression, ou blockchain optimistes en tout cas, je vais dire. Est-ce que, Gabriel, est-ce que je peux te squeezer sur cette question pour nous permettre d'aller dans le timing, ou est-ce que tu as envie de partager un point là-dessus? Oh, j'ai un petit point amusant. Vas-y, vas-y. On parle souvent de Ponzi dans le cas des ICO ou ce genre de choses, etc. J'aimerais même être optimiste par rapport à ça. Indépendamment des scams, il y a un truc qui est quand même cool dans la blockchain, c'est qu'on a trouvé un moyen de récompenser les premiers utilisateurs. Quand on fait une nouvelle application, un nouveau business ou autre, les premiers clients sont super importants euh, et vont nous permettre comment dire, d'étendre notre business avec les premiers bouche à oreille, avec les premiers retours, avec toutes ces choses-là. Et il y a toujours la question de comment incentiver les gens, comment motiver les gens à être ces premiers utilisateurs ou clients fidèles. La blockchain a partiellement solvé, enfin en tout cas l'écosystème blockchain a partiellement solvé ce problème. Souvent c'est décrit comme du Ponzi, etc., etc. Mais en fait c'est un problème naturel qu'on a tous à peu près eu, qui est on veut un investissement de la part de nos clients qui est quand même élevé, et on ne sait pas comment les motiver. Donc n'importe quel porteur de projet a un problème, et mine de rien, ces solutions-là, avec les ICO, etc., peuvent être dépensées. Mais c'est quand même un truc cool en général. On aimerait bien pouvoir donner, pas forcément une partie des stocks, mais avoir un standard pour une partie des stocks de la boîte. Et la blockchain permet ça, quoi. Super, nickel. Très très clair, Jean-Gabriel, je te remercie. Je te remercie pour ce complément et je vais te ressolliciter rapidement. Alors, on va avoir les 2 derniers sujets, le dernier thème qui va être environnement, on va dire écologie et cybersécurité. Le premier sujet, il est pour toi, Jean-Gabriel. Aujourd'hui, finalement, on sait que la blockchain a un impact écologique, on en entend beaucoup de choses. Est-ce que toi, tu peux nous dire un petit peu comment la blockchain a déjà amélioré son impact? Et est-ce que tu peux nous dire aussi, à l'avenir, comment cette situation par rapport à cet impact écologique, ça va encore évoluer? Moi, personnellement, je suis un peu méchant. Je pense que c'était surtout une blague. Mmh. En vrai, tout le monde s'en foutait de l'impact écologique des blockchains. C'était plus une attaque plus qu'autre chose. C'était un problème technique. Il y avait une solution technique qui était connue avant que ça ait commencé sur les réseaux sociaux. Cette solution, c'était ce qu'on appelle le proof of stake. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, je peux rappeler rapidement. Mmh. Une blockchain, une partie cruciale de la blockchain, c'est ce qu'on appelle l'algorithme de consensus. Donc, dans le fonctionnement d'une blockchain, il y a en gros un vote qui est fait des fois c'est toutes les 2 secondes, des fois c'est toutes les 10 minutes selon les blockchains. Et ce vote décide de quelles transactions sont incluses dans la base de données. Et du coup, il y a la question de qui participe au vote. De la blockchain, les nœuds de la blockchain qui doivent voter sur quelles transactions sont incluses. Et du coup, pour ça, il y a plusieurs manières de le faire. Fondamentalement, on ne peut pas vérifier juste l'identité des gens et dire chacun a un vote, parce qu'il n'y a pas de manière de faire ça sans passer par un État. Donc le premier algorithme qui a été fait historiquement en 2008, donc maintenant c'est il y a 15 ans, c'était ce qu'on appelle le proof of work. Donc fondamentalement, on a des votes qui sont proportionnels à la puissance de calcul qu'on met à disposition du réseau. Et du coup, ça motivait les gens à dépenser énormément de puissance de calcul, d'où le problème écologique. Et après, il y a quelques estimations qui étaient un peu démentes, qui expliquaient que Bitcoin consommait l'équivalent d'un continent ou ce genre de choses. Mais bon, c'est vrai qu'il y avait quand même beaucoup de dépenses inutiles, comme on dit, de gâchis. Mais il y a une solution qui a été théorisée, je pense, il y a à peu près 10 ans maintenant, et qui a été implémentée même dans Tezos, qui est la blockchain sur laquelle je bosse depuis déjà 5 ans, qui s'appelle le Proof of Stake. Et du coup, le Proof of Stake, c'est chacun un vote proportionnel à la stake
qu'ils ont dans le network, donc de l'argent qu'ils immobilisent. Il y avait des craintes initialement, des craintes théoriques que ça amènerait à trop de centralisation, parce que les gens qui ont l'argent peuvent voter, etc., etc. En pratique, ces réseaux-là sont plus décentralisés que les réseaux Proof of Work. Parce qu'en fait, dans les réseaux Proof of Work, ce qui se passe, c'est que ce n'est pas les gens qui vont utiliser leur portable pour participer à l'algorithme de consensus. Ce qui se passe, c'est des gens vont avoir en fait des fermes de très gros ordinateurs super spécialisés pour faire ça. Et pour ça, il y a besoin, comme on dit, de hauts investissements, de hauts capex, etc. Et du coup, c'était super centralisant au final. Donc, il y avait des algorithmes théoriques contre le proof of stake, mais en fait, en pratique, ça se passe bien. Ethereum, il n'y a pas longtemps, il y a moins de 6 mois, sont passés au proof of stake aussi. Bitcoin, ça prend plus de temps pour des problèmes littéralement de gouvernance et politique. Mais c'est l'impact écologique est un problème technique qui a été résolu depuis un petit bout de temps. On l'a déjà testé sur plein de blockchains, même sur Ethereum. Et c'est à peu près tout. C'est vraiment une fausse controverse. Pour toi, c'est un faux sujet. Très clair. Ouais, il y avait un problème technique. Ceux qui en avaient quelque chose à faire, c'était des personnes techniques qui ont effectivement apporté une solution et qui l'ont implémentée. Tous les autres ne sont pas là pour apporter des solutions, ils ne sont pas là pour implémenter ces solutions. C'est juste du bruit, quoi. C'est juste dire on n'aime pas la blockchain. Donc après, l'autre souci, c'est les questions de coût peut-être éventuellement, le coût de gaz, c'est ça, éventuellement qui pourrait peut-être lui avoir plus d'impact que cet impact écologique. Ouais, mais ça n'a strictement rien à voir, quoi. Ça me va, c'est très clair, très clair. Karima, au niveau timing, c'est encore jouable. Si tu veux faire rapidement, même si on en a déjà un petit peu discuté sur le cadre juridique, est-il la solution aux scams et aux autres problèmes de cybersécurité, en sachant, on est d'accord que est-ce que c'est un problème de cybersécurité, parce que c'est un problème humain, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais je te laisse peut-être compléter si tu veux. Oui, j'irai vite parce que j'ai beaucoup monopolisé la parole. Sur les scams, oui, fondamentalement, je pense que une partie de la réponse, elle est dans le cadre juridique, comme je le disais, sur les conditions d'honorabilité qu'il faut respecter quand on est un prestataire qui veut développer un front et un certain nombre d'activités de services sur les cryptos. Il faut justifier de son honorabilité. Sur la cybersécurité, oui, à condition que ce soit gradué, parce qu'il ne faut pas effectivement étouffer l'innovation, imposer des dispositions qui sont disproportionnées avec la taille de l'acteur, avec la taille du business. Donc, moi, c'est toujours le fameux principe de proportionnalité qui est propre à ce qu'on appelle voilà, la better regulation, donc en droit de l'Union européenne. Et j'aimerais effectivement, j'ose espérer que ce principe sera appliqué et qu'on ne va pas juste dupliquer DORA. Je ne sais pas si vous êtes familier, hein, donc le règlement sur la résilience et tout ce qui est intrusion, de manière comme ça, in extenso aux nouveaux acteurs qui vont évoluer dans l'environnement européen MiCA, sans appliquer ce principe de proportionnalité. Très très clair. Merci Karima. Alors, les sujets du coup en écologie, cybersécurité, Sana et Warren, est-ce que vous voulez compléter ou apporter un petit peu des questions ou des éléments? Sana, déjà peut-être? Oui, moi je veux bien. En fait, juste sur la partie écologique, je rejoins ce qui a été dit. Effectivement, c'est des faux problèmes. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, en fait, il y a pas mal de mineurs, en fait, qui essayent d'aller dans des pays pour récupérer de l'énergie, plutôt verte, on va dire, sur des barrages ou des choses comme ça. Donc il y a quand même une bonne initiative aussi de la part des mineurs de Bitcoin pour essayer, en fait, d'être le moins énergivore possible. Après sur le fait, que c'est beaucoup plus décentralisé, le Proof of Stake que le Proof of Work, je vais juste faire une petite digression par rapport à l'Ethereum parce que quand l'Ethereum aujourd'hui, il faut 32 Ethers pour faire un nœud. J'ai beaucoup vu des gens crier justement à la centralisation, au fait qu'effectivement aujourd'hui, il faut quand même, en détenir un certain nombre, hein, enfin voilà, pour pouvoir, valider, enfin être un nœud validateur et pour le coup, du coup, on est plutôt dans un truc un peu centralisé. Pour le cadre juridique, est-ce que c'est la solution au scam? Oui, certainement, ça peut être une solution parce qu'en fait, le fait d'encadrer un petit peu, ne serait-ce qu'encadrer la documentation en fait et les informations que peuvent,
que peuvent, donner au public ou donner aux personnes qui participent à leur projet, les entreprises, les porteurs de projets, ça pourrait déjà donner une meilleure transparence, en fait, et éviter les scams. Je ne sais pas si vous êtes familier, mais il y a eu un scam Airnext. C'était une ICO qui était complètement un scam et c'est l'AMF, en fait, qui l'ont décelé. C'était pas enfin, la société, elle a carrément été immatriculée avec une fausse attestation de dépôt de fonds, des faux documents et tout cela, en fait, a été quand même, empêché grâce à l'AMF qui a aussi suivi voilà, sur ces sujets-là, je pense que la régulation, elle pourra quand même essayer un petit peu de les protéger. Sur le problème de la cybersécurité, bah, je pense que la majorité des blockchains, dans leur essence, sont plutôt sécurisées. La problématique peut se poser plutôt au niveau des layers, mais voilà. Donc, je vais plutôt arrêter du coup, comme ça je laisse les 3 minutes à Warren. Arrête pour conclure du coup. Oui, effectivement, je rejoins, 100 ce que dit Gabriel et Salah sur les questions d'environnement. Typiquement, je pense qu'il y a aussi la question, on l'a peu abordé, mais au final, c'est le sujet le plus important pour moi concernant la décentralisation et les registres distribués, c'est les questions de gouvernance. En fait, quand on est un gouvernant, quand on est un État, quand on est un État régalien, un État régulateur, en fait, de ne plus avoir de pouvoir sur les décisions ou les mesures qui sont mises en place, par exemple, sur une blockchain ou sur un protocole, ça peut poser d'autres questions et ça pose aussi des questions de perte de pouvoir politique tout simplement. Donc typiquement, en Chine, enfin si je prends rien que l'exemple de la Chine a banni complètement le minage de Bitcoin. Heu, pour des raisons plus politiques à mon avis que pour des raisons écologiques ou autres. En fait, au niveau de l'écologie et là pour, effectivement rebondir par rapport à Bitcoin, en fait, c'est dans l'incentive économique des mineurs de Bitcoin de trouver l'énergie la moins chère possible. Parce qu'en fait, plus l'énergie sera faible, plus le prix du bitcoin sera haut et plus ils pourront faire, du chiffre d'affaires et ils pourront faire du profit. Donc effectivement, il y a de plus en plus de mineurs qui essayent de trouver des endroits où l'énergie est moins chère ou carrément de mettre en place, des systèmes de minage à base, d'énergie renouvelable. Et même dans certains endroits de la planète, notamment en Afrique, le minage de Bitcoin permet à certaines zones d'être électrifiées à nouveau parce qu'en fait, ça devient à nouveau rentable d'acheminer de l'énergie ou de produire de l'énergie à cet endroit-là. Voilà, il y a plein de considérations aussi, de ce côté-là et après sur le proof of stake, effectivement, alors personnellement, moi je n'ai rien contre les mécanismes de consensus, proof of work, proof of stake ou tous les autres. La question revient encore une fois à ce que je disais tout à l'heure, à la question de la gouvernance. Parce qu'en fait, dans les systèmes en proof of stake ou autres, on est vraiment en mode, c'est celui qui a le plus d'argent dans l'écosystème qui potentiellement peut, voter sur des mesures qui est défavorable au reste de l'écosystème. Typiquement, sur des chaînes, en proof of stake, si on a que quelques personnes qui détiennent plus de 50 du pouvoir de vote, donc potentiellement 50 des tokens, ils vont pouvoir imposer en fait à l'ensemble du reste des utilisateurs de la chaîne des choses qui vont pas forcément être voulues. Donc typiquement, on peut se retrouver dans un cas où 5 personnes décident pour, une centaine de personnes, par exemple. Donc ça pose aussi des questions de gouvernance. J'ai rien contre le proof of stake, mais ça pose des questions de, quel est le pouvoir de vote et comment le vote est fait? Est-ce que c'est en fonction du nombre de tokens qu'on a ou est-ce que c'est parce qu'on, participe à la chaîne? Voilà. Donc, encore une fois, on pourra en reparler dans une autre fois. Et sur les questions, juridiques, je suis, 100 aligné avec ce que dit Karima, et je pense au-delà de ça, c'est que le régulateur doit. Heu, alors après, encore une fois, je ne connais pas ce que pense le régulateur, en privé, mais en tout cas, en public est plutôt anti ou contre. Mais plutôt que d'être anti ou contre, plutôt d'essayer de comprendre comment ça fonctionne et de voir comment faire pour faire monter en compétence des personnes ou des équipes qui peuvent mieux, justement déceler les arnaques, déceler les scams, déceler, les mauvais comportements qu'il peut y avoir, dans cet écosystème. Heu et plutôt que de vouloir réguler absolument pour casser l'innovation, essayer de trouver des façons de faire, qui permettent de déceler les mauvais acteurs et de laisser les acteurs qui jouent le jeu tranquilles pour qu'ils puissent continuer à développer des applicatifs. Pour qu'on puisse continuer à avoir des projets sur la blockchain qui Exactement. puissent apporter des choses à tout le monde. On est bien d'accord, super, super. Bah, alors, je vais dire un très, très, très grand merci aux 4 intervenants qui ont alors déjà donné des informations et donné leur vision de la blockchain de manière très intéressante pour l'ensemble des personnes aujourd'hui, je pense. Et surtout qui ont respecté le timing de manière extrêmement précise et ça, c'est pas si évident que ça, donc je vous remercie sincèrement. On est tout bon sur le timing, il est 14 heures. Je vais pouvoir libérer tout le monde
Et encore une fois, vous dire que je pense que tout le monde est à disposition, si vous avez des questions après, on essaiera de vous répondre, si c'est dans nos cordes, et sinon on demandera à nos intervenants gentiment peut-être de donner leur point de vue si c'est nécessaire. En tout cas, merci à tous pour votre présence aujourd'hui, et je vous souhaite une très belle continuation. On refera un webinaire le mois prochain, et on vous donnera toutes les informations. À très bientôt.